titre de sa communication, c'est « Intelligence et corps à corps, mélancolie » ou encore « C'est bouleversant partout ». Elle commence par un exergue d'André, bien sûr. « Chaque fois que j'écris, quelqu'un m'aime pour mes choses intérieures. » Un autre exergue de Peter Handke. « De même que les sauriens avaient un corps trop grand pour peut-être avons-nous une âme trop grande, et c'est pourquoi nous sommes voués à l'extinction. » C'est André qui avait cité dans l'accélérateur d'intensité. C'est spontanément que j'ai accepté de participer à ce colloque. Tout d'abord, merci à Kevin Lambert et à Étienne Bélanger d'avoir initié et organisé cette rencontre sur une œuvre où se dessinent simultanément le poète, André, le mélancolique qui d'instinct et de savoir sait où loger le corps, le symbole, le dépaysement, le poétique et la chose philosophique qui arme et désarme le sens. Je connais André Roy depuis son premier recueil. J'ai lu ses livres avec émotion et enthousiasme. J'ai récemment entendu André parler de son dernier recueil, Comment allons-nous dorénavant écrire, et d'une époque d'écriture qui sonnait merveilleusement littéraire, comme ce plaisir qu'il y a à circuler dans le grand chaos de vivre et de respirer l'air du temps venu se réfugier dans nos corps. C'est d'ailleurs la raison qui explique ma présence ici. Une manière de dire « nous sommes d'un temps dont le volume de joie et de possible était sans fin, toujours au bord de. » Aussi fallait-il apprendre à regarder simultanément l'oxygène, le cosmos, les yeux et le corps de l'autre, semblables, avec un inimaginable acquiescement au ravissement. Acquiescement qui trouvait son architecture dans la poésie et l'acte d'écriture qui renouvelait l'élan, le soulèvement. Chaque génération trouve sa manière de répercuter dans la langue ses urgences, sa vision, sa nonchalance, une ambiance du désir, du verbe être. Quand je dis une époque qui sonnait merveilleusement littéraire, je parle de tous les arguments, les hypothèses, les manifestes, les chuchotements, les fous rires, les angoisses, les interdits, les quêtes et conquêtes de légitimité qui s'installaient dans les échanges. Hélas, je parle aussi des raideurs patriarcales de vieux garçons instruits qui censuraient au meilleur de leurs éruditions et de leurs platitudes toute sensibilité un peu trop féminine, féministe ou lesbienne, ou tout simplement gay. J'ai toujours pensé que la poésie d'André Roy s'infiltrait en nous en suscitant un serrement de poitrine qui originait d'avoir saisi, soit en bougeant trop vite ou pas assez, une image, une autre, une idée, un symbole, l'enjeu de l'âme. La poésie d'André Roy est autonome, je veux dire qu'elle exerce son pouvoir de beauté et de franchise grâce à la mobilité potentielle et réelle des mots dans une échelle des sens et des symboles, des lieux et du temps, de l'intime et de l'univers. Ainsi, le sens s'offre-t-il à nous par vagues, procédant par sauts, ruptures, petits doutes ou incertitudes qui obligent à circuler, à se perdre et à se retrouver émus presque simultanément. Écrivant cela, j'ai eu envie de relire ce qu'André Roy avait écrit lors du colloque Trace-écriture de la Barre du Jour en 1982, car je sais par expérience que ce qu'on dit d'un écrivain est souvent une projection de ce qu'on pourrait faire valoir de sa propre écriture et des intentions qui la modulent. Ce faisant, j'ai retrouvé des énoncés comme celui-ci, qui me semblent bien décrire la lecture que proposent les poèmes d'André Roy. C'est dans la Nouvelle Barre du Jour. Par la signifiance qu'il déroule, le texte nous dirige vers un surplus symbolique. La vérité du texte n'est donc plus une, unique, univoque, unidirectionnelle, mais décentrée, plurielle, mobile. Elle emporte l'écrivain et le lecteur dans un mouvement transsubjectif infini. Le texte, pluralisation, étoilement de sens, toile d'impression, est un réseau de greffes auquel le lecteur dans son parcours doit ajouter les siennes. C'est même par là qu'il s'approprie librement le texte et peut avoir accès à un certain symbolique, le texte lui faisant poindre la possibilité même du symbolique.
et dans le mouvement de la réécriture, il peut alors le renouveler. L'air ambiant, c'est le sens multiforme. Aucun lieu n'est inaccessible, n'est définitif. Il suffit de circuler pour être happé en un éclair par une configuration de sens, de liens tissés ligne par ligne, de phrases tranquilles qui seules, en croisée ou en parallèle, bouleversent, saisissent de manière à ce qu'on acquiesce du cœur à leur l'incontestable évidence de convergence entre l'intime et le nous du ciel et des planètes. Chaque ligne est ainsi une corde tendue sur laquelle il faut maintenir l'équilibre, de manière à bien tomber sur la ligne qui suit, qui pourrait à son tour nous faire tomber dans un temps plus vaste et ouvert que celui qui nous est normalement accessible, un temps qui contient le sel et les larmes de la mélancolie. Je dirais que chez André Roy, le vaste nous guette constamment, quelle que soit sa forme levée à l'intérieur d'un mot. Chaque fois, nous sommes vite déplacés, et parfois cela sert à dire danger, parfois à s'installer la tendresse dans un univers. La bande à André. André Roy a ses compagnons d'écriture, de résistance, de destin tragique. Ils sont tous de grands poètes, des peintres reconnus. Ils forment une bande à part à travers les siècles. Ils font rêver, sèment une odeur de tragique et de résistance. Leur vie n'est pas ordinaire et leur mort n'est pas naturelle pour la plupart d'entre eux. Saint-Sébastien et Proust ouvrent et ferment la marche. Les deux sont tout à la fois symboles, modèles, icônes. Ils appartiennent à la communauté gay. Puis, il y a la vraie bande à André, composée de Mandelstam, Garcia Lorca, Pasolini, Caravage, le Titien. Il y a peut-être deux bandes dans la bande. Les anciens vendeurs de corps musclés, de dos vallonnés, de cuisses et de jambes puissantes, au milieu de lueurs titanesques, de lumière sacrée et d'une obscurité menaçante ou invitante. Ils sont tout à la fois fresques de désir et destin. Leurs corps amoureux ont été violentés, assassinés, saccagés, fusillés, vandalisés, comme on peut le dire d'une tombe. Le corps de Pasolini martyrisé sur la plage d'Ostie en 1975. Federico Garcia Lorca fusillé en Espagne à 4h45 du matin, 1936, entre Viznar et Alfagar. Le Caravage, bagarreur violent et tueur. Le Titien, mort à Venise, en 1576, peut-être de la peste, peut-être de vieillesse. Mandelstam, mort d'exil, de faim, de froid et du typhus au goulag 1938. Qu'il soit vêtu d'un drap, d'un manteau, d'un veston complet, d'un t-shirt, d'une chemise blanche, ils sont tombés. Et que voit le petit André, le pauvre poète de Montréal, qui quelques lignes plus loin dira « J'exige un art dont le devoir est de disparaître, exécutant encore une fois une rencontre entre soi et l'art qui emporte parfois l'un et l'autre successivement ou simultanément comme une seule et même chair. » L'état second du poète, penché sur sa page. J'aimerais prendre un peu de temps pour parler de ce que j'appelle l'état second du poète penché sur sa page. État second qui réunit le corps, la conscience, l'ordre des douleurs, la tendresse, le bleu, l'heure du chaos. L'état second devient en tant que tel un sujet, un thème, qui fait sans cesse ressurgir des questions d'écriture, de transmission, qui donne aussi des ordres, une suite d'impératifs continus où il serait dit que l'humanité, la tendresse ou la mélancolie se transmettent par la poésie. Jeune homme, lis la poésie. Entends, jeune homme, le début du monde dans ta pâle image. Somme toute, sois comme moi, poète. Je suis quelque part sur la terre, en train de te parler vivant. Au temps des larmes, la pensée coule. C'est dit. André Roy est un accélérateur d'intensité. Au début de plusieurs poèmes, il accélère le mystère de la vie, le déploie partout, entre chair et pensée,
entre beauté, poésie et cosmos. L'état second littéraire auquel convie l'écriture d'André Roy justifie tout à la fois l'acte d'écriture et celui de lecture. Enlacement qui montre l'âme amoureuse, vivante, poétique, comme étant la seule à répondre aux critères de l'infini et de l'éternité. Fait que l'éternité ne soit pas pour plus tard, dira-t-il, comme en pense j'écris ici, maintenant. J'appelle détresse ce qui jouit. Comment allons-nous dorénavant écrire? La question est pertinente, pour ne pas dire angoissante, et nous sommes sans doute plusieurs à y penser douloureusement, car nous commençons à peine à nous familiariser avec le nouveau monde de la civilisation de l'intelligence artificielle, pour le moment installé sommairement dans nos gestes quotidiens, mais suffisamment pour altérer nos pensées les plus banales du quotidien 24 heures sur 7. La computarisation que nous sommes appelés à faire quotidiennement de l'information, du mensonge et de la catastrophe chevauche maladroitement notre vieil humanisme, qui ne fut jamais à court de désirs, de rêveries, de solidarité, de violence et de guerre, de lois et de fictions salvatrices et assassines. Nous ne savons plus ce que nous chevauchons, malgré les couteaux qui volent dans un ciel complet. Serons-nous bientôt à court des désirs qui, il y a à peine 30 ans, nous faisaient encore et toujours parler d'absolu et d'infini? Est-il vrai que les prochaines dates, c'est la nuit? Cela dit, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'André Roy avait, dès ses premiers livres, installé les circuits nécessaires pour déjouer toutes les variétés de blocages éventuels, tels la répétition, la censure, ainsi que le terrible blocage que pourrait représenter le passage du monde analogique au monde numérique. Roy tisse très tôt ces circuits d'ouverture et de partage que sont la mélancolie, l'intelligence des astres, l'obsession de la transmission au jeune homme, car somme toute, le temps aboie à l'ombre des garçons transformés en fleurs. Et un garçon transformé en fleur, c'est vague, suffisamment vague pour être constamment rapproché de la beauté, du réel, de la douleur morale et de la nostalgie de l'espèce meurtrie. La lecture des poèmes d'André Roy est toujours poignante. Elle mène directement à ce qui va de soi, ce qui ne sera jamais, ce qui est toujours là, en alerte, en attente, en ruine, à l'état cosmique. André Roy, parfois dit André ou Petit André, c'est être au monde entre les planètes, dans un corps plein d'oxygène qui connaît toutes les nuances du bleu. Il fréquente les âmes, les garçons, l'idée que l'âme donne aussi le vertige et que de soi on est parfois le fantôme. Et il remercie le bonheur d'avoir un corps à lui tout seul. Je lis André Roy parce qu'il a le don de penser en images et parce qu'il sait que les lames voyagent et ne s'arrêtent pas.